Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler de comment lancer une offre rapidement, en une semaine même, parce que c'était l'intitulé d'un de ces posts. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec Thibault Luyeleka, qui est fondateur de Taplio et de TweetHunter. Bonjour Thibault. Salut Axel, super content d'être ici. Eh ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Ça fait un moment que je vous invite tous à aller suivre Thibault sur LinkedIn parce que c'est très intéressant ce qu'il raconte. Et donc cette invitation, elle découle un petit peu d'un des posts justement que tu avais fait. On aura l'occasion de rentrer dans le détail juste après. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas du coup déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ouais, ça fait à peu près 8-10 ans que je crée des startups. En gros, j'en ai raté pas mal. Et il y a 2 ans et demi à peu près, je m'y suis remis très sérieusement, un peu avec un challenge un peu dingue de créer un produit par semaine, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui marche. Je crois que j'en avais un peu marre de passer 2 ans sur une startup et de rater à la fin des 2 ans, donc je voulais que ça aille un peu plus vite. Ok. Et il y en a une d'entre elles à la fin qui a super bien marché, ça a décollé, c'était TweetHunter. Et ouais, du coup, TweetHunter est après arrivé sur Taplio. Enfin, j'imagine qu'on va parler un petit peu de tout ça, mais grosso modo, je fais des startups, je suis plutôt développeur et je travaille avec mon associé qui est marketeur. D'accord, super intéressant. Bah justement, tu veux parler peut-être un peu de Taplio, TweetHunter, ce que vous faites, présenter un petit peu le truc quoi, le En contexte. fait, c'était pas forcément voulu, mais quand on a commencé à travailler, on a commencé à se dire qu'il y avait un truc qui était en train d'exploser il y a 2 ans et demi, c'était la créateur économie. C'est-à-dire toute cette mouvance autour du fait que les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux étaient en train de totalement transformer la manière dont on achetait, dont on consommait. Et du coup, tu as plein de gens qui se lançaient sur Twitter et qui, en fait, profitaient d'une présence sur Twitter pour parler de leur offre de coaching ou de freelance, qui, en gros, allaient parler de leur expertise Mmh. dans le but d'aller chercher des clients. Twitter, c'était un marché qui était pas du tout adressé par rapport à YouTube et Instagram qui étaient déjà très matures. Il y avait Mmh. très peu d'offres qui étaient focus sur Twitter. Et nous, on a réussi à prendre le marché sur Twitter au tout début de cette vague. Et aujourd'hui, je pense que c'est un marché un petit peu plus mature où, en gros, on a créé un SaaS qui permet aux créateurs Twitter euh, d'avoir de l'inspiration sur leur contenu Twitter, de le scheduler, de construire des automatisations. Et on s'est rendu compte que ça marchait tellement bien que derrière, on a répliqué un petit peu ce concept sur LinkedIn et on a créé Taplio. Donc Ok. on profite à la fois de cette nouvelle manière de consommer basée sur des créateurs et en même temps de toute la nouvelle vague d'IA où dans notre produit, on a énormément de features d'IA qui permettent concrètement de t'aider à écrire du meilleur contenu, quoi. Ok. Bah, du coup, tu le disais rapidement en introduction, mais tu as lancé plus d'une dizaine de projets de SaaS, dont du coup Taplio et TweetHunter. Donc c'est TweetHunter, c'est ça qui a atteint 1 million d'ARR. Je crois que c'est ce que tu disais. Donc, quand même déjà, on peut parler d'une petite réussite. Mais Ouais, donc tu le disais, pardon? je dis maintenant les deux en fait. Mais...
Ouais, les 2. Et Ouais, maintenant, bah, voilà, du Metapio coup, est en train de grossir bien plus que Twitter d'ailleurs, c'est assez bizarre. ouais, effectivement, peut-être, une plus grosse appétence, du coup, derrière LinkedIn, mais du coup, alors je le disais, ouais, tu disais que le secret pour lancer une startup, finalement, c'est d'aller vite. C'est ce que tu as présenté aussi un petit peu en introduction, que tu voulais tester rapidement. Pourquoi est-ce que pour toi c'est important d'aller vite, et pourquoi tu as lancé autant de projets du coup? En fait, j'ai un peu l'impression que quand tu lances ta startup, tu crois que tu sais et tu crois que en fait, tu es convaincu que ton idée, elle est bonne et en fait, quand tu commences à rater une fois ou 2 fois, tu te rends compte qu'en fait, bah, tu avais tort et que c'est extrêmement dur de savoir en avance de phase si tu as tort ou si tu as raison et du coup, à partir du moment où tu admets que tu as une forte probabilité de te tromper et que le concept sur lequel tu travailles est assez probablement, nul, Mmh. hem, tu as envie de mettre en place un processus qui te permet de te rendre compte le plus rapidement possible de si tu as tort ou si tu as raison. Et en fait, le problème quand tu sors d'école et que, bah, pendant 5 ans, on t'a bourré le mou sur, bah, voilà, faut que tu sois un chef de projet, faut que tu ailles lever beaucoup d'argent, regarde comment ils ont fait, chez Facebook et cetera. Bah, tu commences à créer ta startup avec, à mon sens, une méthodologie qui est pas du tout adaptée à, en fait, ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu mets tout en œuvre pour que ton projet réussisse. Alors qu'en fait, ce que je trouve qui marche beaucoup mieux, c'est mettre tout en œuvre, pas pour que le projet réussisse, mais pour savoir si ton projet, il est viable ou pas. OK. Et ça te en fait, ça crée 2 typologies de projets, d'un côté, quand j'ai commencé, bah, j'ai travaillé 2 ans sur ma startup et à la fin des 2 ans, je me suis rendu compte que j'irais jamais, conquérir le monde ou changer le monde avec, mon projet et donc j'ai arrêté, mais j'ai arrêté au bout de 2 ans. Versus, la manière, avec laquelle j'ai travaillé il y a 2 ans et demi où, ça a pris, 1 semaine ou 2 pour à chaque fois me rendre compte si le projet, il était viable ou pas. Effectivement, pour arriver à la même conclusion, bon, vaut mieux l'avoir au bout de 2 semaines qu'au bout de 2 ans, quoi. Ouais, c'est clair et je dis pas que c'est facile, hein, c'est épuisant, de travailler avec ce rythme, et de ship un projet, en 1 semaine ou 2. Mmh. Mais en fait, si tu te rends compte que si tu te limites sur un scope de features ultra restreint, tu peux réussir à voir, ce qui fondamentalement intéresse les gens ou pas. Et un truc qui m'a vachement surpris il y a 2 ans et demi, c'est qu'un des 10 projets qu'on a release, avant TweetHunter, c'était, la génération de tweets. Et j'étais Ouais. persuadé que la génération de tweets, à l'époque avec, GPT-3, j'étais persuadé que c'était le futur, quoi et que ça allait, transformer le marché et que tout le monde allait vouloir ça et que tout le monde allait vouloir payer. Et en fait, on l'a construit en 1 semaine, on l'a release et ça a rien fait, en fait, ça a fait un flop, quoi. OK. Et même si, tu peux être enfin, j'étais convaincu que ça allait marcher et pour autant, je pense qu'il y a un truc que j'avais pas saisi, c'est qu'à l'époque, tu avais juste un manque de confiance global sur la qualité d'un tweet généré. Même s'il pouvait être qualitatif en soi, tu avais une perception de mauvaise qualité et donc en fait, juste le marché, était pas prêt pour ça, quoi OK. et on a dû faire ce détour par TweetHunter qui, quand on a release TweetHunter pour la première fois, c'était principalement une énorme bibliothèque de tweets, un énorme moteur de recherche de tweets qui te permettait de trouver des tweets qui parlent du même sujet que toi, avec le même ton ou le même style d'écriture que toi, Mmh mh. pour aller t'inspirer à écrire du meilleur contenu. Et bah, du coup, en travaillant d'abord sur des tweets qui existaient déjà et sur ce moteur de recherche, on a réussi à vendre un truc et finalement, 6 mois ou 1 an après, on est revenu sur la génération de tweets, mais avec des technos d'IA qui étaient vachement plus matures et à mon avis, un marché qui était vachement plus mature. Ouais, bah, on le voit bien en tout cas, c'est sûr que tu as aussi une question de timing parce que là, ces derniers mois avec l'IA, la génération de contenu et tout, c'est sûr que c'est des trucs, on voit bien que c'est ça on commence à se faire à l'idée et puis ça y est, là, ce coup-ci, c'est parti pour de bon, quoi. Ouais, ça c'est clair. Du coup, tu le disais dans tes contenus, j'ai pu voir que tu avais noté 6 choses, dont on avait besoin pour lancer une start-up pour aller très vite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quel est ton processus, pour lancer des projets du coup aussi rapidement? Hem, Déjà, j'ai beaucoup utilisé le no-code, même si Ouais, moi-même je suis développeur et je suis hyper à l'aise sur le fait de développer. Hem, je suis assez fan, des développeurs qui utilisent le no-code pour, augmenter leur vitesse de production. Typiquement, un truc que j'ai beaucoup fait, c'est, créer des API et des back-ends en codant, moi-même et toute la partie front-end qui peut prendre pas mal de temps, j'ai utilisé des trucs comme, Bubble ou, OK.
card ou des outils de création de landing page automatisés qui pouvaient se connecter à des API custom, ce qui me permettait de construire des front-ends super rapidement et d'avoir le plus gros de la valeur de mon produit côté back. Ça, c'est un truc qui nous a permis d'aller très, très vite. Un deuxième truc, c'est le fait de repenser ton produit comme un truc qui ressemble pas forcément à un produit. Typiquement aujourd'hui, quand tu te figures un SaaS, et ben tu penses à un truc sur lequel tu vas te sign up avec un email, tu vas avoir des Mmh. dashboards et tu vas pouvoir faire des trucs. Un de nos 10 produits, c'était un service d'analytics par mail. OK. Et en fait, on est quand même monté à 400 de MRR comme ça, juste avec une landing page faite sur un outil no code, à laquelle tu allais te sign up et payer avec un lien Stripe embeddé, mais du coup, il y a zéro code là-dedans. Et Mmh. après, tous les jours, tu allais recevoir des updates et une analyse par email. Et juste le fait de faire ça, tu vois, ça veut dire que la quantité de code à pondre et à créer est hyper réduite parce qu'en fait, mon produit n'avait pas d'interface. C'était juste ma landing et après des mails. OK. Et en fait, comme ça, tu as plein de petites astuces qui te permettent de valider tes projets, de voir si tu arrives à créer de la valeur sans développer des trucs de dingue non plus, quoi. OK. Et du coup, au-delà du développement, alors c'est quoi les étapes que vous suivez pour lancer un projet? Tu vas faire comment est-ce que vous le testez du coup? En fait, le plus dur au début, c'est d'avoir des idées. Ouais. Je trouve que c'est assez compliqué parce que quand tu veux commencer, t'as généralement pas d'idée. Et en fait, il faut que tu arrives à te convaincre que faut que tu prennes n'importe laquelle, même si tu la trouves un peu pourrie. Euh, Ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs, on a commencé à prendre une de nos idées un peu pourries et on a travaillé sur, en gros, moi je fabriquais le produit Mmh. de manière assez scrappy dans mon coin. Et Thomas, mon associé, qui était plus côté produit et marketeur, lui, allait commencer à partager des gifs sur Reddit, et moi j'allais partager des gifs sur Twitter. Et on a commencé à se caler sur un cycle comme ça où moi je passais une semaine à créer le produit. La Ouais. semaine d'après, lui, il allait essayer de le distribuer, de le marketer, et j'allais déjà commencer à travailler sur le produit d'après. Et du coup, on OK. travaillait comme ça un petit peu en décalé. Moi, je créais le produit, la semaine d'après, il le distribuait, etc. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que quand tu commences sur tes idées un peu pourries, et dès que tu commences à mettre un début de produit dans les mains de quelques personnes, tu te rends compte que tu as juste les deux, trois feedbacks que tu vas avoir vont te donner mais tellement plus d'idées, et tellement plus d'idées intéressantes en plus, je trouve, Ouais. que le problème de la génération d'idées de business, en fait, c'est qu'un problème que tu as au tout début. Et une fois que tu es lancé, tu plus aucun problème de génération d'idées, tu en as trop en fait. Tu en as tellement que tu dois les sélectionner et tu plus à choisir ce sur quoi tu veux vraiment travailler, quoi. OK, donc du coup alors vous essayez de générer une idée. Derrière, ensemble, vous imaginez un MVP sur lequel toi tu travailles, pendant que du coup ton associé, il fait quoi? Il design une landing page, et puis après il va distribuer. Donc tu l'as dit, tu parles de Reddit, t'as parlé de Twitter, vous faites un peu de publicité, vous faites de l'outbound. Et pour tester l'idée du coup, avec cette landing page, vous cherchez des Moi, je bêta dirais que testeurs, c'est comment? le canevas de base, c'est une landing page Ouais. qui tient dans un écran d'ordinateur où tu pas besoin de scroller, avec OK. une proposition de valeur et un champ pour recueillir un email et un bouton Request Access. OK. Juste ça. Juste ça, on le balançait sur Twitter et sur Reddit. Et on voyait si rien que la proposition de valeur, ça attirait des gens et qu'il y a des gens qui laissaient leur mail. OK. Pendant tout ce temps-là, donc cette partie-là, c'était plutôt géré par mon associé Thomas. Mmh. Pendant tout ce temps-là, moi, j'étais en train de prototyper un produit derrière. OK. Et dès qu'il était prêt, on commençait à l'envoyer par vague aux gens qui avaient request access sur le formulaire. Et là, on monitorait de manière ultra serrée combien de gens payaient, combien de gens allaient OK. subscribe. Parce que l'énorme problème qu'on a eu dans notre toute première startup il y a 8 ans, c'est que les gens nous disaient tous l'idée est géniale, c'est trop bien ce que vous faites et tout, mais en fait les gens ne payaient pas. Et ça, je Ouais. trouve, c'est un piège incroyable quand tu es entrepreneur. C'est arriver à t'auto-convaincre que ton idée elle est bonne parce que les gens disent que c'est génial, alors qu'en fait les gens payent pas. Et si ça paye pas, bah, juste ton idée elle est pas viable, même si les gens adorent. Et donc, je crée le MVP, on monitore les paiements et uniquement les paiements comme preuve de validation.
et on laisse un petit peu tourner et on continue à envoyer par vague aux gens qui ont request access et en parallèle, on commence éventuellement à travailler sur un autre projet. Ok. Et j'allais dire, c'est vachement intéressant parce que du coup, au final, tu l'as dit plusieurs fois, mais du coup, vous avez, dans la façon dont vous en parliez, au final, tu fais pas de, bah, j'allais dire, c'est un petit peu je pense, le biais que tu disais quand tu en as qui passe 2 ans enfin, quand t'as passé 2 ans sur un projet, c'est qu'au final, vous t'abordez pas vraiment les sujets de discovery, de découverte, enfin, parce que c'est un petit peu le process, enfin, un peu classique. Quand t'as l'idée, tu vas aller questionner le marché, tu vas aller essayer de recueillir s'il y a vraiment un besoin et tout. Au final, vous passez de l'idée au produit, vous shippez ça, et du coup, c'est là que tu vas tester la validation et que tu recueilles du feedback, quoi. Totalement, ouais. Totalement. Parce qu'en fait, notre parti pris était que ces phases de discovery sont un peu bullshit. Ok? Et que tu vas apprendre 20 fois plus si tu es capable de prototyper un truc en quelques jours et de le mettre dans les mains d'un consommateur, tu vas Ouais. apprendre 20 fois plus et ce que tu as appris, soit tu vas pouvoir adapter ton produit existant, soit ça va te nourrir pour ton produit d'après. Hmm. Sachant que ce que j'ai pas dit, et je trouve ce qui rajoute de la cohérence dans notre processus, et avec le recul, je suis super content qu'on ait travaillé de cette manière, c'est que on n'a pas créé, en tout, je crois que sur cette phase de création de un produit par semaine, je crois qu'on a créé 10 produits et que le Ouais. 11e était Tweet Hunter. On n'a pas Ok. créé 10 produits random dans tous les sens. On a créé 10 produits qui enfin, qui étaient destinés au même type de personnes et qui devaient répondre au même problème. Et Ok. systématiquement, sur chacun des produits, à chaque fois que les gens ils faisaient un request access sur un de nos produits, ils venaient rejoindre notre base de mail Pony Express et, et faisait grandir notre audience de gens intéressés par le genre de produit qu'on allait créer. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque nouveau produit qu'on allait release publiquement, on avait une Ouais. audience légèrement plus grande et donc légèrement plus de chances d'être successful. Et en fait, comme ça, bah, on a un espèce d'effet boule de neige où on avait de plus en plus de feedback et du coup, je pense qu'on était de plus en plus pertinent dans les projets qu'on était en train de release et en plus, on avait une audience de plus en plus importante. Ok. Ah oui, effectivement, tu le dis, c'est pas 10 projets complètement différents. C'est effectivement, vous aviez toujours cette idée de base de Twitter et des créateurs de contenu sur Twitter, et vous leur avez proposé du coup des produits différents, on va dire, à chaque fois, pour essayer de combler le besoin que vous pensiez, en tout cas. Mais du coup, au final, t'as fait évoluer ton idée, on va dire presque un petit peu de base, quoi, par rapport au retour que t'avais. Ce qui fait qu'en plus, bah, comme tu l'as dit, tu grossis ta base en fait à chaque produit, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'était un peu plus large que ça, c'était pas centré sur Twitter. Et je trouve Ok. qu'on est arrivé sur Twitter petit à petit parce que nous-mêmes, on s'est rendu compte que chacun de nos projets, eh ben, on arrivait à les distribuer en grande partie grâce à Twitter. Et ça nous a vachement surpris. Et donc, c'est grâce à ça qu'on s'est dit, bah, en fait, il y a plein d'entrepreneurs dans le monde entier qui pourraient bénéficier d'une forte présence sur Twitter pour faire de la communication sur leur projet. OK. Et quand tu dis le distribuer sur Twitter, c'est-à-dire que vous aviez déjà une audience ou alors vous alliez pousser en message privé, vous faisiez de la pub, c'était du natif? Comment est-ce que vous faisiez du coup pour le Bah, distribuer vraiment? en vrai, quand on a commencé tout ça, moi j'avais, je crois, 800 enfin 800 followers sur Twitter, qui Ouais, sont 800 followers totalement dormants que j'ai acquis sur 9 ans, quoi. Donc OK. en gros, c'était proche de C'est zéro, pas ça une servait à audience. rien. Et c'est juste en parlant avec des gens, en parlant un peu dans le vide au début, mais OK. en montrant que tu fais des trucs un peu cool, que bah, petit à petit, tu as des gens qui s'intéressent un petit peu à ce que tu fais. Toi, tu t'intéresses à leur projet, eux, ils s'intéressent au tien. OK. Et en fait, j'ai eu ce problème moi-même de dire, bah voilà, maintenant, je pense que Twitter, c'est un canal intéressant pour nous. Je veux Mmh. devenir sérieux sur Twitter et essayer de grandir mon audience Twitter. Comment je fais? Et à l'époque, c'était super dur de, de trouver du contenu intéressant qui allait t'inspirer sur Twitter. Et donc, en fait, ce produit qu'on a créé, qui est devenu Tweeter, je l'ai créé d'abord pour moi, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'avais envie de créer mon audience Twitter. Et ça OK. a marché. Au début, c'était juste des scripts côté back qui allaient me sortir des tweets intéressants, pertinents et tout. Et ça a marché, ça m'a aidé. En fait, j'ai continué à essayer des trucs et on l'a sorti comme un produit après. OK. Super intéressant. Je trouve ça vachement intéressant effectivement comme tu dis dans le process, ouais. Et puis au final, c'est ça, tu testes directement tes idées face au marché parce que tu l'as dit. Au final, tu vois, moi j'avais lu un bouquin qui s'appelle Mom Test,
Je sais pas si tu l'as lu, justement, c'est sur cette process de discovery et puis comment tu peux te tirer une balle dans le pied en posant les mauvaises questions, en fait, parce que bah, les gens, forcément, quand tu vas leur demander ce qu'ils en pensent, si tu le demandes en posant la question directement comme ça, bah, ils vont plutôt avoir tendance à te protéger tes sentiments et puis à te dire, ah bah ouais, j'aime bien ton idée. Sauf que, comme tu l'as dit, à la fin, ils sont pas forcément prêts à payer, quoi. Et donc, le juge de paie, il est quand même là, quoi. Exactement. Franchement, j'ai adoré ce bouquin. Je trouve que c'est formidable parce que il met le doigt sur tout ce qui va pas. C'est exactement ça. C'est être capable de remplir ta jauge d'ego parce que t'as un mec qui t'a dit c'est génial ce que tu fais et oublie en fait tous les vrais indicateurs de performance de ton projet, quoi. Ouais, c'est clair, franchement, j'ai trouvé la lecture très sympa, et puis du coup, c'est vrai que ça fait bien écho avec ce que tu dis là, quoi. Mais tu Ok, vois, ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez de créer un projet pour soi-même. ouais, C'est un énorme avantage de créer un projet dont tu es toi-même le client. Si en vrai, tous les jours, tu utilises ton propre produit, mais pas juste pour le tester et pour faire un feedback au dev ou à n'importe qui dans la team, hmm, tu l'utilises parce que vraiment ça t'apporte de la valeur au quotidien, c'est le meilleur moyen de créer un produit qui peut totalement, qui peut transformer une industrie ou qui peut apporter une valeur immense à des utilisateurs parce que tu vas avoir tous les micro-détails que tu veux améliorer, tu vas comprendre extrêmement bien le workflow de tes users. hmm. Ça me fait penser à l'histoire de ConvertKit. C'est un peu ça. Nathan Barry, je crois que c'est ça, hein, Ouais, c'est le ça. fondateur, ouais, qui racontait qu'effectivement sur Mailchimp, lui, en tant que créateur de contenu, il était frustré et que du coup, il a développé son propre outil d'abord pour répondre à son besoin, et puis après, il a réussi à l'adapter et à le développer. Du coup, c'est ce qu'il disait au final. Il y a très peu de chances que toi-même tu sois le seul à avoir ce problème-là, en tout Et cas dans. il est allé bien plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, sa boîte, elle fait, je crois, 30 millions d'ARR. Ouais, ouais. Donc, Hmm. tu pourrais dire, bon, bah voilà, maintenant, il est passé à autre chose et tout. Mais il continue, en fait. Il continue d'avoir sa newsletter à lui, qu'il écrit Hmm. lui-même, et du coup, qu'il fait tester les produits tous les jours. Là, ils ont release un truc qui permet de mettre en relation les entreprises qui veulent faire, qui veulent payer pour des sponsorships et les créateurs d'une Ouais, newsletter qui veulent se faire payer. Et ben lui-même, sur sa newsletter perso, alors qu'il est CEO d'une boîte qui fait 30 millions par an, et ben il va prendre des sponsors sur lesquels je pense qu'il va se faire payer 400 ou 600 dollars, mais ouais. pour être vraiment dans son système, quoi, et comprendre comment ça marche et quelles sont les frustrations et tout ça. Et je pense que c'est ça qui fait qu'ils ont un bon produit, un très bon produit aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Bah, comme tu dis, quand tu es vraiment client utilisateur, c'est clair que pour le coup, tu vas vraiment te rendre compte aussi des frustrations et des choses dont tu pourrais avoir besoin, quoi. Top, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que du coup, tu peux parler, parce que là, enfin, on a parlé de ton process qui au final a fonctionné. Enfin, c'est vrai que sur les podcasts, on parle beaucoup de bonnes pratiques et tout, de stratégies qui marchent. C'est quoi tes difficultés, les plus gros challenges, peut-être aujourd'hui, même là où t'en es, du coup, dans le développement derrière post-succès, quoi. Enfin, post-succès. Une fois que t'as détecté quelque chose qui marchait, quoi. Tu veux dire maintenant ou 6 mois après Peut-être 6 mois qu'on ait après, lancé, hein? libre, c'est quoi les plus gros challenges que tu as affrontés ou que tu as au quotidien, quoi? Bah, ça a été assez compliqué à partir. On avait de l'attraction initialement, euh, Mmh. mais, euh, mais l'attraction naturelle n'est pas suffisante pour aller, enfin, genre, pour que ton business il explose. Et du Mmh. coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est on a fait de l'outreach de manière assez large à pas mal de gens assez influents sur Twitter. OK. Et en fait, on a eu une énorme surprise, c'est qu'il y a l'un d'entre eux qui nous a dit j'adore ce que vous faites, c'est trop bien. C'est la méthodo Twitter, c'est exactement la méthodo dont je fais la promotion dans mon cours sur Twitter. Donc je suis totalement OK. aligné avec ce que vous faites. Mais moi, je suis prêt à vous pousser, mais je veux de l'equity, quoi. Je veux rentrer OK. dans le projet. Et ce mec-là, c'était J.K. Molina. C'est un mec qui avait pas une audience démentielle à l'époque. Je crois que c'était 40 000 abonnés sur Mmh. Twitter. Mais montant et surtout qui, malgré le fait qu'il avait une audience assez moyenne, c'est un mec qui savait vendre, clairement. Tu vois. C'est un mec qui, par rapport à son audience, avait réussi à générer pas mal de revenus via Twitter, via ses produits. OK. Et ça a été un gros questionnement avec Thomas. C'est genre, notre petit bébé, parmi nos 11 produits, 10 ont fail, on a un bébé maintenant, est-ce qu'on est prêt à donner de l'equity à quelqu'un d'autre et donc à diluer la valeur? Et la question, elle s'est posée, je crois, à un moment où on avait environ 2000 de MRR. OK.
Et en fait, on l'a fait. On l'a fait et on a planifié avec JK Molina un lancement, ce qu'on a fait en septembre 2021. Et en septembre, juste avec JK, on est passé en 3 semaines de 3 000 de MRR à peu près 18 000-20 000 de MRR, juste avec un gros lancement auprès de son audience. Ok. On était trop contents sur le moment et puis on s'est un peu posé la question ensuite de bah what's next quoi. Ouais. On anticipait un gros churn et une baisse petit à petit de la hype pour après peut-être avoir une croissance lente. Et en fait, ça s'est pas du tout produit comme ça. Le truc, c'est et ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que nos users ont eux-mêmes une audience parce que ce sont des Ouais. users Twitter. Et donc le truc a pris de l'ampleur et a continué à grossir, même quand on faisait pas spécialement d'opérations de com, quoi. Avec le recul, tu vois, je suis particulièrement content qu'on ait réussi, enfin qu'on ait trouvé un accord avec JK Molina et qu'on ait pris cette décision d'avoir une plus petite part du gâteau, Ok. mais de s'assurer que le gâteau était bien là, quoi. Ouais. Mieux vaut un plus gros gâteau Ouais. aussi, quoi. Et, Ok. et cette stratégie qui nous est un peu tombée dessus, parce que en fait, c'est un peu JK Molina qui nous a poussé l'idée, hein. Cette Hmm. stratégie qu'on nous a poussée sur Twitter, et ben en fait, ça a tellement bien marché qu'on a décidé de la mettre en place sur Taplio. Quand on D'accord. a fait Taplio, qui est donc l'équivalent LinkedIn de Twitter, euh, on a cherché proactivement quelqu'un pour répliquer cette même stratégie. Et en fait, on a trouvé Alex Berman, Mhm. qui est un champion du cold emailing et qui avait une grosse audience sur LinkedIn. Et on a en fait appliqué à peu près le même playbook. On a travaillé de la même manière, on a fait un launch et ça s'est aussi super bien marché. Et du coup, moi, un de mes takeaways sur ces aventures, c'est que je trouve qu'il y a pas assez d'entrepreneurs qui s'associent avec des créateurs de contenu. Ok. Des créateurs de contenu qui ont du mal à monétiser leur audience, assez souvent, mais qui savent pas créer des produits. Et les indie makers ou les développeurs comme moi ou les entrepreneurs qui sont assez bons pour créer des produits, mais qui très souvent sont très produits et assez peu de distribution. Ok. Et les associations entre les deux peuvent vraiment faire des merveilles. Ouais, carrément. Bah écoute, c'est deux super exemples. C'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais pour le coup, l'histoire est super intéressante, quoi. J'ai pas posé la question avant, mais du coup, quand vous avez lancé, vous avez lancé directement à l'international? Ouais, ouais, bah pour le Ouais. coup, je me suis un peu laissé embarquer dans le truc sans vraiment y réfléchir, mais dès le début, j'ai commencé à parler en anglais sur Twitter. Ouais. Et Thomas, il postait en anglais sur Reddit. Et donc, bah, dès le début, les gens, ils venaient de partout, quoi. Ok, ça marche. Ce Comme qui, j'allais dire, c'est un peu comme les listes, quoi. Enfin, comme on retrouve pas mal de choses au final, tu vois, pour avoir discuté avec Guillaume Houbèche aussi, qui sont similaires du coup dans les discours. c'est assez marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a pas mal inspiré, parce qu'en fait, avec Guillaume, on s'est vu. Guillaume et moi, on était au collège ensemble. Ouais, Et donc, on s'est connus au collège, mais on n'était pas spécialement potes, en fait. Juste, on ouais, était dans la même classe et on s'est totalement perdu de vue après. Et en fait, je suis retombé sur tout ce qu'il avait fait avant de bosser sur Twitter. Et donc, on s'est vu avec Guillaume à ce moment-là où j'étais en train de bootstrapper mes 10 projets, un par semaine. Et du coup, on a déjeuné ensemble et il m'a vachement raconté tout ce qu'il avait fait et ça m'a vachement inspiré. Donc, ouais, ce que tu dis, c'est marrant parce que ça se trouve, sans me rendre compte, je me suis inspiré des trucs qu'il avait fait. ouais. Bah puis après, oui, Ça. c'est vrai que effectivement, bah c'est dans le discours, tu vois. Effectivement, on retrouve des trucs, tu vois, la façon comme tu dis, bah, tu parles de Reddit, tu parles directement en anglais, de lancer les produits et tout, qu'on utilise soi-même et tout. C'est quand même des choses qu'on retrouve aussi dans ce qu'il a dit. Et puis, du coup, c'est quand même une formule qui marche, quoi. Super intéressant. Si tu avais un conseil à donner, une chose à mettre en avant de ce qu'on s'est dit, du coup, pour un wannabe entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi? Franchement, je trouve que le meilleur conseil qu'on puisse donner et qui est aussi très très dur à recevoir, je pense, c'est que le plus important en fait, c'est de commencer à bosser sur quelque chose. Malheureusement, quand tu sors de l'école ou quand tu décides d'être entrepreneur, les idées que tu vas avoir sont généralement des idées de surface.
sont généralement assez toutes des idées qui sont pas extrêmement qualitatives et le gros problème, c'est que pour avoir des idées bien plus qualitatives qui sont basées sur des vrais feedback users ou un knowledge d'industrie bien plus précis, tu es obligé de passer par cette étape où tu vas creuser une idée, où tu vas commencer à ship des produits et à mettre un produit dans les mains des users pour après avoir des meilleures idées et c'est à ce moment-là où il faut à la fois être capable de foncer dans le tas au tout début, même si tu trouves que ton idée elle est pas géniale parce que en fait, en vrai, tu as probablement raison, mais il faut quand même le faire et 2, il faut être suffisamment intelligent pour assez rapidement écouter et regarder les opportunités et les feedbacks et rediriger ton idée vers là où tu as l'impression que la valeur elle est vraiment, quoi. Ok. Effectivement, pas être amoureux de son idée, quoi. Pas aveuglément, en tout cas. Ouais, très bien résumé, ouais. Ça marche. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça. Si jamais il y a des petites questions pour toi ou des remarques, encore une fois, je le disais, enfin, du coup, tu as dit que tu utilisais peut-être plus Twitter, mais tu es aussi présent sur LinkedIn. Il y a plein de choses à aller voir sur ton contenu de ce côté-là. Je sais pas si tu as un canal, toi, privilégié. Franchement, non, je suis actif sur les 2. J'essaie de répondre à tous les DM. Toujours intéressant, je trouve. Enfin, on peut être inspiré par n'importe quel échange ou n'importe quel contact. Ouais, donc je suis toujours chaud pour discuter, quoi. Trop cool. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et donc maintenant, bah, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, Axel, en tout cas. Ciao. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.